Bonsoir, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver cette nuit pour vous lire, pour poursuivre le livre Madame Bovary de Flaubert. Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN comme d'habitude, comme toujours. Merci. Alors donc, un soir que la fenêtre était ouverte et que, assise au bord, elle venait de regarder Lestiboudois, le bédot, qui taillait le buis, elle entendit tout à coup sonner l'Angélus. On était au commencement d'avril. Quand les primes-vers sont écloses, un vent tiède se roule sur les plates-bandes labourées, et les jardins, comme des femmes, semblent faire leur toilette pour les fêtes de l'été. Par les barreaux de la tonnelle et au-delà tout alentour, on voyait la rivière dans la prairie où elle dessinait sur l'herbe des sinuosités vagabondes. La vapeur du soir passait entre les peupliers sans feuilles, estompant leurs contours d'une teinte violette, plus pâle et plus transparente qu'une gaze subtile arrêtée sur leur branchage. Au loin, des bestiaux marchaient. On n'entendait ni leurs pas, ni leurs mugissements, et la cloche, sonnant toujours, continuait dans les airs sa lamentation pacifique. À ce tintement répété, la pensée de la jeune femme s'égarait dans ses vieux souvenirs de jeunesse et de pension. Elle se rappela les grands chandeliers qui dépassaient sur l'autel les vases pleins de fleurs et le tabernacle à colonnettes. Elle aurait voulu, comme autrefois, être encore confondue dans la longue ligne des voiles blancs, que marquaient de noir çà et là les capuchons raides des bonnes sœurs inclinées sur leur prie-dieu. Le dimanche, à la messe, quand elle relevait sa tête, elle apercevait le doux visage de la Vierge parmi les tourbillons bleuâtres de l'encens qui montait. Alors, un attendrissement la saisit. Elle se sentit molle et tout abandonnée, comme un duvet d'oiseau qui tournoie dans la tempête. Et ce fut sans en avoir conscience qu'elle s'achemina vers l'église, disposée à n'importe quelle dévotion, pourvu qu'elle y absorbât son âme et que l'existence entière y disparût. Elle rencontra sur la place Lestiboudois qui s'en revenait, car pour ne pas rogner la journée, il préférait interrompre sa besogne, puis la reprendre, si bien qu'il tintait l'Angélus selon sa commodité. D'ailleurs, la sonnerie faite plus tôt avertissait les gamins de l'heure de catéchisme. Déjà quelques-uns qui se trouvaient arrivés jouaient aux billes sur les dalles du cimetière. D'autres, à califourchon sur le mur, agitaient leurs jambes en fauchant avec leurs sabots les grandes orties poussées entre la petite enceinte et les dernières tombes. C'était la seule place qui fût verte. Tout le reste n'était que pierre et couvert continuellement d'une poudre fine malgré le balai de la sacristie. Les enfants en chaussons couraient là comme sur un parquet fait pour eux. Et on entendait les éclats de leur voix à travers le bourdonnement de la cloche. Ils diminuaient avec les oscillations de la grosse corde qui, tombant des hauteurs du clocher, traînait à terre par le bout. Des hirondelles passaient en poussant des petits cris, coupaient l'air au tranchant de leur vol et rentraient vite dans leur nid jaune sous les tuiles du lamier. Au fond de l'église, une lampe brûlait, c'est-à-dire une mèche de veilleuse dans un verre suspendu. Sa lumière de loin semblait une tache blanchâtre qui tremblait sur l'huile. Un long rayon de soleil traversait toute la nef et rendait plus sombre encore les bas-côtés et les angles. « Où est le curé ?» demanda Madame Bovary à un jeune garçon qui s'amusait à secouer le tourniquet dans son trou trop lâche. « Il va venir, répondit-il. En effet, la porte du presbytère grinça. L'abbé Bournisien parut. Les enfants, pêle-mêle, s'enfuirent dans l'église. « Ces polissons-là, murmura l'ecclésiastique, toujours les mêmes. » Et ramassant un catéchisme en lambeaux qu'il venait de heurter avec son pied. Ça ne respecte rien. Mais dès qu'il aperçut Madame Bovary, « Excusez-moi, dit-il, je ne vous remettais pas. » Il fourra le catéchisme dans sa poche et s'arrêta,
continuant à balancer entre deux doigts la lourde clé de la sacristie. La lueur du soleil couchant qui frappait en plein son visage pâlissait le lasting de sa soutane, luisante sous les coudes, effiloquée par le bas. Des taches de graisse et de tabac suivaient sur sa poitrine large la ligne des petits boutons, et elles devenaient plus nombreuses en s'écartant de son rabat, où reposaient les plis abondants de sa peau rouge. Elle était semée de macules jaunes qui disparaissaient dans les poils rudes de sa barbe grisonnante. Il venait de dîner et respirait bruyamment. « Comment vous portez-vous » ajouta-t-il. « Mal, répondit Emma. « Je souffre. » « Eh bien moi aussi, reprit l'ecclésiastique. Ces premières chaleurs, n'est-ce pas, vous amollissent étonnamment. Enfin, que voulez-vous? Nous sommes nés pour souffrir, comme dit saint Paul. Mais monsieur Bovary, qu'est-ce qu'il en pense? Lui, fit-elle avec un geste de dédain. Quoi? Répliqua le bonhomme tout étonné. Il ne vous ordonne pas quelque chose? Ah, dit Emma, ce ne sont pas les remèdes de la terre qu'il me faudrait. Mais le curé, de temps à autre, regardait dans l'église où tous les gamins agenouillés se poussaient de l'épaule et tombaient comme des capucins de cartes. Je voudrais savoir, reprit-elle. Attends, Riboudet, cria l'ecclésiastique d'une voix colère. Je m'en vas, allez te chauffer les oreilles, mauvais galopin. Puis se tournant vers Emma, c'est le fils de Boudet, le charpentier. Ses parents sont à leur aise et lui laissent faire ses fantaisies. Pourtant, il apprendrait vite s'il le voulait, car il est plein d'esprit. Et moi, quelquefois, par plaisanterie, je l'appelle donc Riboudet, comme la côte que l'on prend pour aller à Maromme. Et je dis même mon Riboudet. Ah, mon Riboudet. L'autre jour, j'ai rapporté ce mot-là à Monseigneur qui en a ri. Il a daigné rire. Et monsieur Bovary, comment va-t-il? Elle semblait ne pas entendre. Il continua. Toujours fort occupé, sans doute. Car nous sommes certainement, lui et moi, les deux personnes de la paroisse qui avons le plus à faire. Mais lui, il est médecin des corps, ajouta-t-il avec un rire épais, et moi je le suis des âmes. Elle fixa sur le prêtre des yeux suppliants. Oui, dit-elle, vous soulagez toutes les misères. Ah, ne m'en parlez pas, madame Bovary. Ce matin même, il a fallu que j'aille dans le bas d'Yoville pour une vache qui avait l'enfle. Ils croyaient que c'était un sort, toutes leurs vaches. Je ne sais comment, mais pardon, Longuemare et Boudet, sac à papier, voulez-vous bien finir? Et d'un bond, il s'élança dans l'église. Les gamins, alors, se pressaient autour du grand pupitre, grimpaient sur le tabouret du chantre, ouvraient le missel, et d'autres, à pas de loup, allaient se hasarder bientôt jusque dans le confessionnal. Mais le curé, soudain, distribua sur tous une grêle de soufflets. Les prenant par le collet de la veste, il les enlevait de terre et les reposait à deux genoux sur les pavés du chœur, fortement, comme s'il eût voulu les y planter. « Allez, dit-il, quand il fut revenu près d'Emma, et en déployant son large mouchoir d'indienne, dont il mit un angle entre ses dents. Les cultivateurs sont bien à plaindre. Il y en a d'autres, répondit-elle. Assurément, les ouvriers des villes, par exemple. Ce ne sont pas eux. Pardonnez-moi, j'ai connu là de pauvres mères de famille, des femmes vertueuses, je vous assure, de véritables saintes qui manquaient même de pain. Mais celles, reprit Emma, et les coins de sa bouche se tordaient en parlant, celles, monsieur le curé, qui ont du pain et qui n'ont pas de feu l'hiver, dit le prêtre. Et qu'importe. Comment qu'importe, il me semble à moi que lorsqu'on est bien chauffé, bien nourri, car enfin... Ah, mon Dieu, soupirait-elle. Vous vous trouvez gêné, fit-il en s'avançant d'un air inquiet. C'est la digestion, sans doute. Il faut rentrer chez vous, madame Bovary, boire un peu de thé. Ça vous fortifiera, ou bien un verre d'eau fraîche avec de la cassonade. Pourquoi? Et elle avait l'air de quelqu'un qui se réveille d'un songe. C'est que vous passiez la main sur votre front. J'ai cru qu'un étourdissement vous prenait. Puis se ravisant. Mais vous me demandiez quelque chose. Qu'est-ce donc? Je ne sais plus. Moi? Rien, répétait Emma. Et son regard qu'elle promenait autour d'elle s'abaissa lentement sur le vieillard à soutane. Ils se considéraient tous les deux face à face, sans parler. Alors, madame Bovary, dit-il enfin, faites excuse, mais le devoir avant tout, vous savez, il faut que j'expédie mes garnements.
Voilà les premières communions qui vont venir. Nous serons encore surpris, j'en ai peur. Aussi, à partir de l'Ascension, je les tiens recta tous les mercredis, 1 heure de plus. Ces pauvres enfants, on ne saurait les diriger trop tôt dans la voie du Seigneur. Comme du reste, il nous l'a recommandé lui-même par la bouche de son Fils divin. Bonne santé, madame, mes respects à monsieur votre mari. Et il entra dans l'église en faisant de la porte une génuflexion. Emma le vit disparaître entre la double ligne des bancs, marchant à pas lourds, la tête un peu penchée sur l'épaule et avec ses 2 mains entr'ouvertes qu'il portait en dehors. Puis, elle tourna sur ses talons, tout d'un bloc, comme une statue sur un pivot, et prit le chemin de sa maison. Mais la grosse voix du curé, la voix claire des gamins, arrivait encore à son oreille et continuait derrière elle. « Êtes-vous chrétien ?»« Oui, je suis chrétien. »« Qu'est-ce qu'un chrétien ? C'est celui qui étant baptisé, baptisé. » Elle monta les marches de son escalier en se tenant à la rampe, et quand elle fut dans sa chambre, se laissa tomber dans un fauteuil. Le jour blanchâtre des carreaux s'abaissait doucement avec des ondulations. Les meubles à leur place semblaient devenus plus immobiles de se perdre dans l'ombre, comme dans un océan ténébreux. La cheminée était éteinte, la pendule battait toujours, et Emma, vaguement, s'ébahissait à se calmer des choses. Et Emma vaguement s'ébahissait à ce calme des choses, tandis qu'il y avait en elle-même tant de bouleversements. Mais entre la fenêtre et la table à ouvrage, la petite Berthe était là, qui chancelait sur ses bottines de tricot et essayait de se rapprocher de sa mère, pour lui saisir par le bout les rubans de son tablier. « Laisse-moi, dit celle-ci en l'écartant avec la main. La petite fille, bientôt, revint plus près encore contre ses genoux, et s'y appuyant des bras, elle levait vers elle son gros œil bleu, pendant qu'un filet de salive pure découlait de sa lèvre sur la soie du tablier. « Et laisse-moi donc, fit-elle en la repoussant du coude. Berthe alla tomber au pied de la commode, contre la patère de cuivre. Elle s'y coupa la joue. Le sang sortit. Madame Bovary se précipita pour la relever, cassa le cordon de la sonnette, appela la servante de toutes ses forces, et elle allait commencer à se maudire, lorsque Charles parut. C'était l'heure du dîner, il rentrait. « Regarde donc, chère amie, lui dit Emma d'une voix tranquille. Voilà la petite qui, en jouant, vient de se blesser par terre. » Charles la rassura. Le cas n'était point grave, et il alla chercher du diachylum. Madame Bovary ne descendit pas dans la salle. Elle voulut demeurer seule à garder son enfant. Alors, en la contemplant dormir, ce qu'elle conservait d'inquiétude se dissipa par degrés. Et elle se parut à elle-même bien sotte et bien bonne de s'être troublée tout à l'heure pour si peu de choses. Berthe, en effet, ne sanglotait plus. Sa respiration, maintenant, soulevait insensiblement la couverture de coton. De grosses larmes s'arrêtaient au coin de ses paupières, à demi closes, qui laissaient voir entre les cils 2 prunelles pâles, enfoncées, le sparadrap collé sur la joue, en tirait obliquement la peau tendue. « C'est une chose étrange, pensait Emma, comme cet enfant est laide. » Quand Charles, à 11h du soir, revint de la pharmacie où il avait été remettre après le dîner ce qui lui restait du diachylum, il trouva sa femme debout auprès du berceau. « Puisque je t'assure que ce ne sera rien, dit-il en la baisant au front. Ne te tourmente pas, pauvre chérie, tu te rendras malade. » Il était resté longtemps chez l'apothicaire, bien qu'il ne s'y fût pas montré fort ému. Monsieur Omaïs, néanmoins, s'était forcé de le raffermir et de lui remonter le moral. Alors on avait causé des dangers divers qui menaçaient l'enfance et de l'étourderie des domestiques. Madame Omaïs en savait quelque chose, ayant encore sur la poitrine les marques d'une écuellée de braise qu'une cuisinière autrefois avait laissé tomber dans son sarrau. Aussi ces bons parents prenaient-ils quantité de précautions. Les couteaux n'étaient jamais affilés, ni les appartements cirés. Il y avait aux fenêtres des grilles en fer et aux chambranles de fortes barres.
Les petits au maïs, malgré leur indépendance, ne pouvaient remuer sans un surveillant derrière eux. Au moindre rhume, leur père les bourrait de pectoraux. Et jusqu'à plus de 4 ans, ils portaient tous impitoyablement des bourrelets matelassés. C'était, il est vrai, une manie de Madame au maïs. Son époux en était intérieurement affligé, redoutant pour les organes de l'intellect les résultats possibles d'une pareille compression. Et il s'échappait jusqu'à lui dire « Tu prétends donc en faire des Caraïbes ou des Botocudos ?» Charles, cependant, avait essayé plusieurs fois d'interrompre la conversation. « J'aurais à vous entretenir, avait-il soufflé bas à l'oreille du clerc qui se mit à marcher devant lui dans les escaliers. Se douterait-il de quelque chose ? Se demandait Léon. Il avait des battements de cœur et se perdait en conjectures. Enfin, Charles, ayant fermé la porte, le pria de voir lui-même à Rouen quels pouvaient être les prix d'un beau daguerréotype. C'était une surprise sentimentale qu'il réservait à sa femme, une attention fine, son portrait en habit noir. Mais il voulait auparavant savoir à quoi s'en tenir. Ces démarches ne devaient pas embarrasser Monsieur Léon, puisqu'il allait à la ville toutes les semaines à peu près. Dans quel but au maïs soupçonnait là-dessous quelque histoire de jeune homme, une intrigue. Mais il se trompait. Léon ne poursuivait aucune amourette. Plus que jamais, il était triste. Et Madame Lefrançois s'en apercevait bien à la quantité de nourriture qu'il laissait maintenant sur son assiette. Pour en savoir plus long, elle interrogea le percepteur. Binet répliqua d'un ton rogue qu'il n'était point payé par la police. Son camarade, toutefois, lui paraissait fort singulier, car souvent Léon se renversait sur sa chaise en écartant les bras et se plaignait vaguement de l'existence. « C'est que vous ne prenez point assez de distractions, disait le percepteur. Lesquelles ? Moi, à votre place, j'aurais un tour. Je ne sais pas tourner, répondait le clerc. Oh, c'est vrai, faisait l'autre en caressant sa mâchoire, avec un air de dédain mêlé de satisfaction. Léon était las d'aimer sans résultat. Puis il commençait à sentir cet accablement que vous cause la répétition de la même vie. Lorsque aucun intérêt ne la dirige et qu'aucune espérance ne la soutient. Il était si ennuyé d'Yonville et des Yonvillais que la vue de certaines gens, de certaines maisons, l'irritait à n'y pouvoir tenir. Et le pharmacien, tout bonhomme qu'il était, lui devenait complètement insupportable. Cependant, la perspective d'une situation nouvelle l'effrayait autant qu'elle le séduisait. Cette appréhension se tourna vite en impatience, et Paris alors agita pour lui dans le lointain la fanfare de ses bals masqués avec le rire de ses grisettes. Puisqu'il devait y terminer son droit, pourquoi ne partait-il pas ? Qui l'empêchait ? Et il se mit à faire des préparatifs intérieurs. Il arrangea d'avance ses occupations. Il se meubla dans sa tête un appartement. Il y mènerait une vie d'artiste. Il y prendrait des leçons de guitare. Il aurait une robe de chambre, un béret basque, des pantoufles de velours bleu. Et même, il admirait déjà sur sa cheminée 2 fleurets en sautoir avec une tête de mort et la guitare au-dessus. La chose difficile était le consentement de sa mère. Rien pourtant ne paraissait plus raisonnable. Son patron même l'engageait à visiter une autre étude, où il put se développer davantage. Prenant donc un parti moyen, Léon chercha quelques places de second clerc à Rouen, n'en trouva pas, et écrivit enfin à sa mère une longue lettre détaillée où il exposait les raisons d'aller habiter Paris immédiatement. Elle y consentit. Il ne se hâta point. Chaque jour, durant tout un mois, Hiver transporta pour lui d'Yonville à Rouen, de Rouen à Yonville, des coffres, des valises, des paquets. Et quand Léon eut remonté sa garde-robe, fait rembourrer ses 3 fauteuils, acheté une provision de foulard, pris en un mot plus de disposition que pour un voyage autour du monde, il s'ajourna de semaine en semaine jusqu'à ce qu'il reçût une seconde lettre maternelle où on le pressait de partir puisqu'il désirait, avant les vacances, passer son examen.
Lorsque le moment fut venu des embrassades, Madame Au-Maïs pleura. Justin sanglotait. Au-Maïs, en homme fort, dissimula son émotion. Il voulut lui-même porter le paletot de son ami jusqu'à la grille du notaire qui emmenait Léon à Rouen dans sa voiture. Ce dernier avait juste le temps de faire des adieux à M. Bovary. Quand il fut en haut de l'escalier, il s'arrêta tant il se sentait hors d'haleine. À son entrée, Madame Bovary se leva vivement. « C'est encore moi, dit Léon. J'en étais sûre. » Elle se mordit les lèvres et un flot de sang lui courut sous la peau, qui se colora tout en rose depuis la racine des cheveux jusqu'au bord de sa collerette. Elle restait debout, s'appuyant de l'épaule contre la boiserie. « Monsieur n'est donc pas là, reprit-il. »« Il est absent. » Elle répéta. « Il est absent. » Alors il y eut un silence. Ils se regardèrent, et leurs pensées, confondues dans la même angoisse, s'étreignaient étroitement comme deux poitrines palpitantes. « Je voudrais bien embrasser Berthe, dit Léon. » Emma descendit quelques marches et elle appela Félicité. Il jeta vite autour de lui un large coup d'œil qui s'étala sur les murs, les étagères, la cheminée, comme pour pénétrer tout, emporter tout. Mais elle rentra, et la servante amena Berthe, qui secouait au bout d'une ficelle un moulin à vent, la tête en bas. Léon la baisa sur le cou à plusieurs reprises. « Adieu, pauvre enfant, adieu, chère petite, adieu. » Et il la remit à sa mère. « Emmenez-la, dit celle-ci. » Ils restèrent seuls. Madame Bovary, le dos tourné, avait la figure posée contre un carreau. Léon tenait sa casquette à la main et la battait doucement le long de sa cuisse. « Il va pleuvoir, dit Emma. »« J'ai un manteau, répondit-il. »« Ah !» Elle se détourna le menton baissé et le front en avant. La lumière y glissait, comme sur un marbre, jusqu'à la courbe des sourcils, sans que l'on pût savoir ce qu'Emma regardait à l'horizon, ni ce qu'elle pensait au fond d'elle-même. « Allons, adieu, soupira-t-il. » Elle releva sa tête d'un mouvement brusque. « Oui, adieu, partez. » Ils s'avancèrent l'un vers l'autre, il tendit la main, elle hésita. « À l'anglaise donc, fit-elle, abandonnant la sienne tout en s'efforçant de rire. Léon la sentit entre ses doigts, et la substance même de tout son être lui semblait descendre dans cette paume humide. Puis il ouvrit la main, leurs yeux se rencontrèrent encore, et il disparut. Quand il fut sous les halles, il s'arrêta, et il se cacha derrière un pilier, afin de contempler une dernière fois cette maison blanche avec ses 4 jalousies vertes. Il crut voir une ombre derrière la fenêtre, dans la chambre. Mais le rideau, se décrochant de la patère, comme si personne n'y touchait, remua lentement ses longs plis obliques, qui d'un seul bond s'étalèrent tous. Et il resta droit, plus immobile qu'un mur de plâtre. Léon se mit à courir. Il aperçut de loin sur la route le cabriolet de son patron. Et à côté un homme en serpillière qui tenait le cheval. Au-Maïs et M. Guillaumin causaient ensemble. On l'attendait. « Embrassez-moi, dit l'apothicaire, les larmes aux yeux. Voilà votre paletot, mon bon ami. Prenez garde au froid. Soignez-vous, ménagez-vous. Allons, Léon, en voiture, dit le notaire. Au-Maïs se pencha sur le garde-crotte et d'une voix entrecoupée par les sanglots, laissa tomber ces 2 mots tristes. « Bon voyage. »« Bonsoir, répondit M. Guillaumin. Lâchez tout. » Ils partirent et Au-Maïs s'en retourna. Voilà, on suivra, on lira la suite la prochaine fois. J'ai hâte de lire la suite, de vous la faire lire. Et voilà, je vous embrasse. Bonne journée, bonne nuit. À bientôt.